Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce hors-série que j'ai appelé Road to Val d'Aran 1 sur 3 parce que je pense que ce sera découpé en 3 parties. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses, dont principalement ma route vers le Val d'Aran, la course que je prépare. Déjà, c'est important de savoir que normalement, ce hors-série, je voulais l'enregistrer en extérieur comme j'avais déjà fait pour par exemple mes retours sur l'échappée belle que vous retrouverez en ligne. Je vais refaire des connexions avec, donc si jamais vous n'avez pas entendu cet épisode, ça peut vous intéresser. Mais en fait, au moment où j'enregistre, le temps, la météo à Grenoble est complètement désastreuse. On est sous une pluie dantesque et je reviens là-dessus aussi par la suite parce que ça vient un peu chambouler ma prépa. Donc je dois le faire en intérieur, cet enregistrement. Mais par contre, au moment où vous m'écoutez, je suis très certainement en vacances en Italie, en train de manger un plat de pâtes ou une pizza, l'un ou l'autre. Mais du coup, plutôt que de rien vous sortir cette semaine et de vous laisser dans l'attente d'un épisode, je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer un hors-série. Alors j'espère que l'épisode déjà de la semaine dernière il vous a plu, avec Vincent Bouillard. Si jamais vous l'avez raté, vous pouvez retourner l'écouter. Il y aura un scientifique day prévu la semaine prochaine, évidemment. Mais là, on fait une petite pause et je vous propose pendant cette pause de faire un crochet par ce hors-série. Alors c'est un épisode que j'avais pas prévu de réaliser à la base, mais j'avais fait en fait, j'ai reçu quelques messages. Il y a vraiment plusieurs messages sur Instagram. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, l'Instagram de Courir Mieux. Plusieurs messages qui me demandaient qu'est-ce que tu fais comme course cette année? Ah bon, t'es blessé? Parce que j'en avais parlé un petit peu en story. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, j'avais fait un petit sondage. Est-ce que ça vous intéresse? J'avais pas prévu de le faire, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de ma prépa, des courses que je prépare en ce moment, de qu'est-ce que je suis en train de faire et vers où je me dirige? Et très majoritairement, il y a eu beaucoup de réponses qui disaient oui. Donc, c'est pour ça que je vous propose cet épisode aujourd'hui. Évidemment, s'il vous intéresse pas, il vous suffit de pas l'écouter. Alors déjà, juste pour faire le topo, je me suis aligné cette année je me suis mis 2 objectifs qui, moi, me tiennent à cœur, avec mon souhait que j'ai actuellement d'aller chercher des courses plus longues que ce que je connais d'habitude pour voir si ça me plaît ou pas, parce que je suis attiré par les distances plus longues, mais je suis pas certain que ça me plaît, je suis pas certain que ça me réussisse. J'ai le sentiment que oui, j'ai le sentiment que je me sens de mieux en mieux dans les courses à mesure que la distance augmente, à mesure que le temps augmente. En tout cas, par exemple, sur des off, c'est plutôt ce que je remarque, sur des entraînements, c'est plutôt ce que je remarque. Et à l'entraînement, j'étais plutôt sur des formats courts jusqu'à 80 km, on va dire, 75, 80, 70, 80 km, et j'avais envie d'aller voir un peu plus loin. Et du coup, j'ai déjà essayé l'an dernier, l'échappée belle, je me suis cassé les dents, la 92 et 6005. Je me suis cassé les dents, j'ai DNF à la moitié, et là, cette année, je remets le couvert, à savoir que je suis aligné j'ai 2 dossards qui me tiennent vraiment à cœur et que je préparais, la CDH du Val d'Aran by UTMB, dont je vais vous parler aujourd'hui, et l'échappée belle, la 100 km, parce que le format a changé, mais je vous en parlerai plus tard, parce que là, de suite, c'est pas le propos. Cette CDH, moi, je suis ultra content de pouvoir en prendre le départ. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est une course qui me fait rêver depuis longtemps, le Val d'Aran. Ça fait vraiment un moment que je le regarde. Et vous le savez, cette saison 2 du podcast Courir Mieux est en partenariat avec Suunto. Les épisodes que je vous propose, ils sont en partie réalisables grâce à Suunto, que je remercie encore largement pour leur soutien au quotidien et dans le podcast, parce qu'autant en termes de matériel que de podcast, ils me permettent de faire tous les contenus, de faire les épisodes, donc c'est vraiment génial. Et en plus de ça, dans les discussions qu'on a eues, ce qu'ils m'avaient proposé, c'était de m'envoyer sur mon premier 100K, en tout cas de me proposer de participer à mon premier 100K et peut-être cette fois d'arriver au bout. Et parmi les courses que je pouvais réaliser, en tout cas qui m'ont proposé de réaliser, il y avait le CDH du Val d'Aran, donc je les remercie énormément de m'envoyer sur ce projet mon premier 100K. C'est vraiment une énorme chance d'avoir un dossard pour cette course et de pouvoir aller courir ce 100K grâce à eux, donc vraiment merci beaucoup Suunto qui sont le petit coup de pouce pour aller vers mon premier 100K. Alors dans cet épisode hors série, je voudrais vous parler de 3 choses. Il y a 3 choses qui sont importantes dans cette première partie. Je ferai une partie du coup là, comment j'aborde la prépa, une partie un peu je pense avant la course sur comment est-ce que ça s'est passé et où est-ce que j'en suis juste avant la course, et après certainement un dernier épisode débrief. Il y a 3 choses que je voudrais aborder ici. La première, ce serait ma blessure, parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Blessure qui traîne, mais qui va de mieux en mieux. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, la planif et comment j'ai organisé cette préparation à ce 100 km et 6300 mètres du Val d'Aran, 110 km et 6300 mètres du Val d'Aran, du CDH Val d'Aran. Comment je m'organise pour arriver prêt à cette course alors que je suis en train de gérer une blessure. Qu'est-ce que j'ai fait cet hiver? Comment je découpe ma préparation, etc. Et on terminera sur une petite partie sur quoi est-ce que je suis en train de mettre l'accent en ce moment dans la préparation. Et plus particulièrement, je vais vous parler de 2 choses. La force, mais ça va aller avec la blessure, et surtout le gut training, qui est quelque chose que j'ai pas encore vraiment fait. Juste avant de rentrer dans l'épisode, je voudrais faire un rappel important, parce que parfois j'ai reçu des messages que je trouve pas très bienveillants, et donc peut-être que clarifier les choses dès le début, ça permettra de
poser un cadre à cet épisode. Je suis un athlète moyen, j'ai aucun souci avec ça. J'ai un niveau modeste, je suis pas élite, j'ai un travail à temps plein à côté, vous le savez. Je suis entraîneur, j'anime le podcast Quoi à mieux, j'anime le site, les réseaux Quoi à mieux, je fais des tests matos, bref, j'ai un travail à temps plein. J'ai plusieurs activités qui me font un travail à temps plein. Et donc là, dans cet épisode, ce dont je vous parle, c'est de la préparation de quelqu'un qui a une vie normale, qui s'entraîne du mieux possible, qui fait des choix... Par contre, en connaissant la littérature scientifique et également en tant qu'entraîneur, parce que ça fait déjà quelques temps que j'entraîne, j'ai pas mal d'athlètes, j'ai quelques athlètes, et voilà. J'ai aucune prétention de parler de comment s'entraîner pour gagner cette course. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est simplement de vous décrire les choix que moi j'ai fait avec les connaissances de la littérature que j'ai, avec ma casquette d'entraîneur, en sortie d'une période de blessure. Et c'est avec ça que je vous propose de commencer cet épisode. Alors déjà, la blessure, qu'est-ce que j'ai ? Depuis... c'est apparu après l'UTCAM l'an dernier, donc après le 70 de l'UTCAM que j'ai réalisé l'an dernier. Il y a un épisode d'ailleurs disponible en ligne si jamais vous voulez réécouter ce que j'ai fait sur cette course, comment je me suis préparé, etc. C'est une sorte de syndrome de rotulien, de syndrome fémoro-patellaire, bref, on met un peu plein de choses là-dedans. En gros, c'est une douleur qui est localisée sur l'insertion du quadriceps au niveau de la rotule ou légèrement sur la face interne du genou. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. C'est une douleur au genou qui disparaissait à l'effort, donc c'est pas du tout ça qui m'a amené à DNF sur l'échappée belle par exemple, parce que je l'ai pas du tout pris en charge. Je vais vous expliquer pourquoi c'était une connerie. Je l'ai pas du tout pris en charge de manière assez tôt. J'ai continué quand c'est apparu après l'UTCAM pendant des entraînements. Je l'ai laissé de côté parce qu'en fait c'est une douleur qui disparaissait à l'effort, qui était vraiment surtout présente au repos, et dès que j'étais un peu échauffé, etc. J'avais plus rien. Donc j'ai pu préparer mon échappée belle comme je voulais. Et c'est pas ça qui a fait que j'ai abandonné sur cette course. Ça a rien à voir. Mais par contre cette douleur que j'avais et qui était uniquement présente quand j'étais au repos, elle s'est aggravée quand j'ai eu mon opération en octobre, qui a eu rien à voir. C'était un autre problème de santé qui est complètement réglé aujourd'hui. Du coup, j'ai été opéré et donc j'ai eu 3 semaines de coupure totale de la course à pied et du sport. J'ai vraiment eu le droit de rien faire pendant 3 semaines. Et quand j'ai repris, là, la douleur, elle était présente quasiment tout le temps. Le moindre footing à plat, même après échauffement, me faisait mal. Donc, je pense que le petit désentraînement, la désadaptation de mes tissus pendant cette période de désentraînement, de coupure après fin octobre, début novembre, elle a fait que en fait, cette blessure, elle est devenue plus sensible, on va dire, sur cette période-là. Donc, c'est devenu un peu embêtant. C'est le moment où je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, faut que je le prenne en charge parce que j'ai des objectifs et parce que j'ai envie de préparer les courses correctement. Alors, je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce que je me suis blessé. Et en fait, je suis arrivé à une conclusion très simple, surtout après avoir échangé pendant l'épisode et en off avec Anaël Aubry quand je vous ai parlé de surentraînement. Mais je me suis trop entraîné et je pense que c'est vraiment ça. Je me suis trop entraîné par rapport à mon niveau, par rapport à mes capacités de récupération à un moment donné. Il faut savoir que quand je préparais l'échappée belle et l'UTCAM, c'était une période qui était très importante pour le podcast, pour la pérennité du podcast. Et à cette époque-là, c'était pas sûr que le podcast allait pouvoir continuer. Je remercie d'ailleurs dès maintenant les partenaires qui aujourd'hui font que ce podcast peut exister, Wise, Sunto, Gollum, For Endurance, et également les abonnés Patreon, les personnes qui me suivent, qui écoutent les épisodes, qui les partagent, qui ont un abonnement participatif, et tout ça, ça m'aide à faire que le podcast existe. Mais l'été dernier, c'était pas certain que le podcast Quoi à mieux allait pouvoir continuer, parce que il y a des soucis financiers forcément quand on vit du podcast. Et vu le temps que je passe à préparer chacun des épisodes que je vous propose, des épisodes de vulga scientifique, etc. que je vous propose, c'était pas certain du tout que le podcast allait pouvoir continuer. Donc j'étais dans une période très importante pour le podcast avec vraiment beaucoup de travail. Je pense que je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Et donc tous les curseurs de stress, d'anxiété étaient poussés au maximum, d'entraînement étaient poussés au maximum et de récupération, c'était un peu diminué parce que le sommeil était pas top, etc. Et pas de bol, je me suis blessé. Et je me suis rappelé d'un terme quand j'ai préparé cet épisode-là que Anaël Aubry a dit dans les épisodes que j'ai fait avec lui. Il a dit que une séance, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit validée. C'est-à-dire que quand on l'a fait, il faut qu'à la fin on se dise ok, cette séance elle s'est bien passée, je peux la valider. Même si elle était dure, même si on était peut-être un peu fatigué ou quoi, il faut qu'on puisse se dire ok, elle était validée ou alors non, elle n'est pas passée. Et je me souviens qu'à cette période après l'UTCAM, j'ai pas le sentiment que je l'ai validé les séances. Quasiment toutes les séances d'intensité, les séances de force, même les sorties longues, les footings, déjà mes allures, elles avaient baissé sur quasiment tous mes footings et mes sorties longues. Et je me souviens que j'étais cramé après toutes les séances et je me disais, je sais pas comment je l'ai passée cette séance-là, mais bon, elle est passée. Et en fait, c'est pas ça, valider une séance. Donc bref, je pense que c'était dans une période de surcharge où j'ai fait des mauvais choix, comme quoi
J'ai pas beaucoup, pour pas dire aucun de mes athlètes qui sont pétés, mais par contre, moi, j'ai réussi à me péter. Peut-être les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, en tant qu'entraîneur, pour moi-même, j'ai fait des choix. Peut-être que quelqu'un aurait pu me dire que c'était pas des bons choix. Et je me rends compte qu'avec du recul, si un athlète avait eu ses retours, par exemple, avec les athlètes que j'entraîne, j'utilise des questionnaires de suivi de forme, je regarde la charge, je regarde la fréquence cardiaque à des allures données, etc. Si j'avais vu chez un athlète les mêmes marqueurs que j'ai vus sur moi, j'aurais certainement adapté l'entraînement et moi, j'ai pas trop écouté. Donc du coup, résultat, je me suis blessé. Un jour, la douleur, elle est apparue et depuis, elle m'a pas trop quitté. Et l'autre, donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait qui m'a amené la blessure. Et la deuxième, c'est que j'ai fait traîner la kiné. Je me suis dit, je connais la littérature. Deuxième erreur, je me suis dit, je connais la littérature. Je sais globalement ce que c'est comme blessure. J'ai les grandes bases de ce qu'il faut faire quand on a un syndrome fémoro-patellaire, quand on a un syndrome rotulien, donc je vais pouvoir m'en occuper moi. Donc j'ai mis en place certaines choses pendant 2 mois, tout seul, décembre-janvier à peu près. J'ai vu une légère amélioration, mais en fait c'était pas ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait traîner la prise en charge kiné et j'ai pu commencer la prise en charge kiné qu'à partir de mi-février. Donc mon conseil numéro 1, là déjà, allez, je vais en avoir 2. Mon conseil numéro 1, dans une prépa, si vous avez une blessure, filez voir un kiné le plus tôt possible. Si vous avez des douleurs, vous avez quelque chose de bizarre qui apparaît, réduisez votre charge, validez les séances, c'est super important. Écoutez l'épisode que j'ai fait sur le surentraînement et la surcharge. Vous verrez, vous aurez certainement des indices sur comment gérer votre charge d'entraînement. Quand il y a des doutes, comme dirait Naël, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et moi, là, j'étais dans un nuage de doutes énorme. Donc, ne laissez pas le doute s'installer. Réduisez la charge, adaptez vos entraînements, même au plus haut niveau, ils le font. Faites pareil pour vous. Et mon conseil numéro 2, c'est en fait, attendez pas. Si vous voyez que la douleur, elle dure, que les sensations, elles sont pas bonnes, etc., allez voir un kiné. C'est eux, les professionnels des blessures. C'est eux, les professionnels de santé. Et les blessures, elles disparaissent pas comme ça en un claquement de doigts. Par contre, avec les bons exercices, ça disparaît vite. Et ça, j'en ai eu l'exemple avec ma kiné parce que j'ai vraiment de la chance. Elle est extraordinaire, elle est vraiment excellente. Et du moment où j'ai commencé la prise en charge kiné, 2 semaines après, avec les bons exercices, avec, ça faisait à peu près 6 séances spécifiques de kiné que j'avais à réaliser. Et en fait, 2 semaines après, j'ai commencé à reprendre le dénivelé négatif et ça allait déjà beaucoup mieux. Alors là, je suis en train de m'en sortir doucement de ce syndrome fémoro-patellaire. C'est pas on-off, c'est des nuances de gris qui changent de couleur. Il y a beaucoup de progrès, surtout au début, ça a été fulgurant. Là, c'est fluctuant, mais ça commence à aller beaucoup mieux et je peux faire de belles sorties. J'ai vraiment pas à me plaindre, je peux reprendre la plupart de mes entraînements. Et de toute façon, mon entraînement actuel, je suis à un niveau de tolérance de charge qui fait que mon entraînement n'aggrave pas les douleurs. Pas vraiment. Des fois, c'est aigu, je vais avoir un petit peu trop mal pendant 24 heures, c'est que j'ai un peu dépassé mon seuil de tolérance à la douleur. Et je rediminue un petit peu la charge et ça repasse, je remets des exercices et là, avec les nouveaux exercices qu'on a, j'ai l'impression que je m'en sors vraiment. Donc, c'est très, très positif, ce qui me laisse entrevoir que je vais pouvoir prendre le départ du CDH du Val d'Aran sans problème, je suis pas inquiet. Du coup, j'ai pris mon dossard et j'ai découpé ma prépa à partir d'un moment donné, d'une date donnée dans le calendrier. Je vous propose qu'on passe à la prépa. J'ai découpé cette prépa à partir d'une date donnée où je me suis dit, en fait, quand est-ce que je peux recourir à peu près normalement avec ma blessure? Et j'ai bien dit recourir. Pas faire du vélo, pas faire du ski de fond, pas faire des choses comme ça. J'ai bien dit courir parce que quand je prépare un Val d'Aran, il y a quand même 110 km et 6300 mètres à faire. Et donc pour moi, si je me basais uniquement sur mon volume d'entraînement réalisable en vélo, en ski de fond, c'était pas une bonne approche parce que sur la course, je pourrais pas faire du vélo et du ski de fond, il va falloir que je cours. Donc je me suis vraiment focalisé sur à partir de quand est-ce que je peux remettre de la course à pied et tolérer une charge en course à pied. Et en fait, pour savoir quand est-ce que je pourrais recourir normalement avec la blessure, parce que je vous ai dit, c'est pas on-off et ma kiné, elle était bien d'accord avec ça. Je me suis basé en fait sur ce que la kiné a dit. Je me suis basé sur le moment où elle m'a dit, OK, tu peux reprendre l'entraînement à course à pied, je te donne le feu vert, t'es assez avancé sur le chemin de la guérison pour reprendre, donc go, reprends à pied. Et en fait, j'ai repris des dates, c'était à peu près autour du 2 ou 3 mars, où j'ai fait une séance avec du dénivelé négatif, pas grand-chose, devait y avoir 400 mètres de D-, mais pour une saison d'hiver que j'ai passé à faire que du ski de fond, des exercices de kiné avec de la muscu et du vélo, vraiment beaucoup de vélo, 400 mètres de dénivelé négatif, c'était pas si mal. Parce qu'en fait, c'est à ça que j'ai passé mon hiver. J'ai passé mon hiver à faire du ski de fond et à faire beaucoup de VTT et de vélo. D'ailleurs, j'ai fait le tour des Bauges, donc je me suis fait des belles sorties. Ça m'a pris 8 heures, c'était pour 200 bornes. Mais j'ai quasiment pas couru ou alors vraiment des tout petits footings. Donc à partir de là, j'ai découpé le temps que j'avais disponible. Ça représentait environ 16 semaines. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que j'organise ces 16 à 18 semaines disponibles? Donc d'abord, la première phase, ce sera de reprendre progressivement le dénivelé négatif, les distances à pied, le volume
d'entraînement à pied. Donc, comme d'habitude, j'ai fait un espèce de croisement en diminuant progressivement la quantité de vélo et en augmentant progressivement la quantité de course à pied. J'ai augmenté les distances et j'ai augmenté la musculation parce que le constat était simple. Après plusieurs semaines à m'entraîner comme je voulais, la priorité pour moi dans cette préparation Val d'Aran CDH, c'est que mes jambes tiennent la distance. C'est-à-dire que tant pis si j'ai perdu en vitesse, tant pis si je peux pas faire les entraînements de PMA, de VMA, de seuil que je voudrais réaliser. L'essentiel là-dessus, c'est que j'ai le volume d'entraînement en basse intensité suffisant pour courir la distance qui m'intéresse en sortie de blessure et que musculairement je sois au point. Alors j'ai de la chance, je suis tombé sur une kiné, je vous ai dit, qui est vraiment excellente, qui est vraiment extraordinaire et qui a une approche qui est très basée sur la muscu et qui a eu des effets pour moi drastiques. Donc je suis pas passé par des protocoles de fractionnement de la distance de course à pied en 1 minute marche, 1 minute course. Ça veut pas dire que j'ai repris des volumes de course à pied énormes directement, mais ça veut dire qu'en fait j'ai juste augmenté le volume progressivement sans trop de fractionnement. Et par contre j'ai fait de la muscu, quoi. J'ai fait de la muscu en excentrique, j'ai fait de la muscu en isométrique, j'ai fait de la muscu en charge moyenne. Là, je suis dans une phase où je reprends la muscu en charge lourde, ce qui est super pour préparer à la course qui m'attend, parce que je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, la musculation, les charges lourdes et la pliométrie, là pour l'instant, j'en ai pas encore refait, mais ça va bientôt venir. La musculation, c'est crucial pour la course à pied, pour l'économie de course, pour préparer les jambes aux descentes et récemment pour la durabilité. On sait que la durabilité, c'est crucial sur les courses de longue distance, cette capacité à tenir de l'intensité en fin de course quand on est fatigué, c'est de la durabilité ça. Et il y a une étude récente de Zanini et al. En 2025 qui a montré qu'un cycle de force maximale et de pliométrie, ça a amélioré les capacités de durabilité. Donc bref, quand on croise tout, j'ai eu d'abord une base de préparation au Val d'Aran au CDH où j'ai mis l'accent sur la reprise progressive du dénivelé négatif surtout, et du dénivelé positif, mais ça va ensemble, reprise progressive des distances à pied, reprise progressive de la musculation pour aller progressivement vers des charges lourdes et une tolérance de ces charges lourdes en concentrique, ce qui est là en train de passer au niveau de l'entraînement. Et puis, j'ai également découpé ces 18 semaines disponibles en me disant que si je voulais être à peu près prêt au Val d'Aran, au CDH, dans une préparation normale, si je prenais pas en compte la blessure, si j'essayais d'en faire abstraction, ce serait pas mal que j'ai 2 courses avec un dossard pour me remettre juste dans le bain des rituels d'avant-course, de qu'est-ce que ça fait d'avoir un dossard, de l'anxiété, du stress d'avant-course. En plus, comme je vous avais dit dans l'épisode sur l'échappée belge, j'en fais pas beaucoup des courses, donc j'avais un peu une tendance à être anxieux avant les courses, donc c'est bien, je pense, de reprendre des dossards. Ce serait bien que j'arrive à faire 2 week-end chocs, et puis, il me faudra 2 semaines d'affûtage. C'est un objectif important. 2 semaines d'affûtage, pour moi, c'est un minimum, et c'est une bonne dose. C'est pas forcément un minimum, c'est une bonne dose pour arriver bien en forme le jour J. Donc j'ai essayé de découper l'emploi du temps comme ça, en me focalisant du coup sur des jalons, c'est-à-dire il faudrait que 2 courses passent, il faudrait que 2 week-end chocs passent, il me faudra 2 semaines d'affûtage, et du coup je suis sorti de la préparation habituelle que j'avais avec des cycles de développement de certaines qualités qui seront importantes pour la course, parce que je sais que cette durée je l'ai pas. En 18 semaines, en 16 semaines, je l'ai pas, ce temps de mettre en place des blocs d'entraînement pour développer des qualités spécifiques. Donc je me suis dit, je vais capitaliser sur mon niveau, sur ce que je vais faire actuellement. Mon ambition sur le CDH, c'est pas de faire mieux que ce que je pouvais faire avant, que ce que je savais faire avant. Mon objectif, c'est d'arriver dans la meilleure forme possible, en validant les jalons que je considère importants, sachant que je sors de blessure, et pour essayer d'arriver le jour J au mieux à mon niveau normal. Du coup, j'ai fait une première course, là, il y a quelques temps, il y a 3 semaines. C'était le trail des Limaces dans le 06, donc un petit trail très modeste, 22 km et 1300 mètres, qui s'est super bien passé, en fait. Je suis arrivé dans une super forme, j'étais ultra content de comment j'étais, autant au niveau du genou qu'au niveau de ma forme et de ma capacité à produire un effort le jour J. Et à ce jour, c'est marrant parce que c'est une course qui était labellisée ITRA, il y avait un score ITRA qui sortait, et c'est mon meilleur score ITRA que j'ai jamais fait. Sur une course qui est pas trop mon format habituel, c'est-à-dire que 22 bornes, 1300 mètres, c'est pas trop, ça va un peu vite pour moi. En tout cas, c'est pas là-dessus que je m'estime le plus à l'aise, le meilleur. Et coup de bol ou pas, peut-être que j'étais vraiment juste en forme et que je me suis quand même pas trop mal préparé pour cette petite course de reprise. C'est ma plus grosse cote ITRA à ce jour, donc j'étais vraiment super content de moi. Ma deuxième plus grosse cote, c'est sur les Templiers 2023.
Et là aussi, j'étais extrêmement content de ma course. Et là, faire à peu près, même s'il y a plein de biais au calcul des cotes, faire à peu près aussi bien sur cette course-là où j'arrivais, je trouvais que ma prépa, elle était pas très bonne, en capitalisant juste sur ce que je sais faire. Et j'étais vraiment content de coter comme ça. Donc ouais, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait dire, ok, la prépa pour ce Val d'Aran, le premier jalon de ma prépa au Val d'Aran, il est validé. Je peux mettre une petite coche. Ça s'est pas si mal passé. Voire ça s'est très bien passé. Ensuite, je me suis accordé une petite phase de repos et là, une phase d'entraînement, qui est presque un des seuls blocs que j'aurai vraiment d'entraînement, qui est un bloc d'entraînement qui dure, parce que je suis en plein dedans au moment où j'enregistre, qui dure 4 semaines et qui est censé se terminer par un week-end choc, le premier week-end choc numéro 1. C'est un week-end choc que je veux faire, donc deuxième jalon que je veux valider dans ma prépa. C'est un week-end choc de 100 km et 7000 mètres sur 3 jours. L'an dernier, à la même période, je l'avais divisé sur 2 jours, mais cette fois, comme je suis en sortie de blessure, j'avais pas envie de mettre trop de volume chaque jour sur le premier week-end choc en préparation du Val d'Aran, du CDH du Val d'Aran. D'ailleurs, l'itinérance, elle est encore disponible en ligne si vous voulez aller jeter un œil. Et je me suis dit, plutôt que de découper en 2 jours, qui font des gros volumes, je vais le découper en 3 jours. Alors, c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est une traversée et je me suis mis en tête que j'avais envie de traverser plein de massifs. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et là, c'était une traversée des Bauges. Donc, c'est une chaîne de montagnes qui est à côté de chez moi. Il faut savoir que moi, j'habite à côté de Grenoble. Il y a plusieurs massifs autour de chez moi. Il y a Beldon, Chartreuse, le Taillefer, le Vercors, et pas très loin, il y a les Bauges. Et une des traversées, parmi toutes celles que j'ai envie de réaliser dans ma petite carrière sportive, c'est les traversées de plein de massifs, dont celui des Bauges. Donc ce serait une itinérance sur 3 jours, avec du coup 30-35 par jour, et ça va faire 2000-2005 chaque jour environ, si mes calculs sont bons. Ça, c'était prévu pour la semaine prochaine. Là, je suis sur la fin du bloc d'entraînement dont je vous ai parlé. C'était censé être prévu pour la fin de la semaine prochaine. Le problème, c'est que il fait un temps pourri actuellement à Grenoble, sur les Bauges, sur les hauteurs, etc., sur Beldon, sur Chartreuse, partout. Il neige. Il a neigé à 1200 mètres, 1300 mètres. Il pleut comme pas possible. Je suis censé partir dans une semaine. La météo prévoit pas de s'améliorer d'ici la fin de la semaine. Donc, il y a de grandes chances que je doive décaler d'au moins une semaine cette itinérance dans les Bauges. Alors c'est pas très grave parce que j'avais 2 week-ends où l'itinérance était faisable, donc j'espère que ça va être faisable le deuxième week-end de 3 jours, donc c'est le week-end du 1er mai. Donc pour vous qui écoutez maintenant, si vous regardez sur Instagram ou sur les réseaux, vous saurez si j'ai pu la faire ou pas. J'ai quand même bon espoir de pouvoir la faire, mais du coup pas le dernier week-end d'avril, plutôt le premier week-end de mai. En tout cas c'est l'espoir que j'ai. Donc là mon but ce sera de valider cette itinérance, qui est une itinérance avec Waze, qui va me permettre d'aller un peu tester du matos Waze sur 3 jours, en tout cas de retester du matos Waze sur 3 jours, du matos que je prends toujours autant de plaisir à utiliser, et de valider ce jalon de la préparation au Val d'Aran avec un week-end choc de 100 km et 7000 mètres, donc qui est à peu près le volume de la course du Val d'Aran. Un peu plus de dénivelé, un peu moins de distance, mais c'est pas grave, je vais diminuer ça. Et puis comme j'ai aussi l'échappée belle dans un coin de ma tête, que ce soit un peu plus que le ratio dénivelé-distance de la course, c'est pas si grave. Parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire peut-être, c'est que j'ai réfléchi au volume que j'allais faire en fonction du ratio dénivelé-distance du Val d'Aran. J'essaye d'avoir à peu près chaque jour la même chose. Donc après cette itinérance, je vais avoir au moins 2 semaines de pause avant le troisième jalon de cette préparation. Donc au moins une semaine de repos après l'itinérance et une semaine de reprise en charge, toute doucement, mais vraiment tranquille, parce que si j'ai fait 100 bornes sur 3 jours, je vais pas reprendre comme un bourrin. Et je vais terminer sur le marathon de la Vésubie. Alors pour ceux qui connaissent pas, le marathon de la Vésubie, c'est une course qui est organisée par le Vésubie Trail Club. Donc c'est une super orga familiale. Moi je trouve, j'adore ce genre d'ambiance. Je l'ai choisi, ce marathon de la Vésubie. J'ai déjà mon dossard pour ça. Donc c'est un 42 km et 2700 mètres. Donc quand je regarde le ratio dénivelé-distance de la course, c'est un ratio qui est similaire à la CDH, qui est environ dans les 60. C'est une course du coup qui est idéale dans le calendrier. C'est une organisation qui est au top. C'est un massif que j'adore. Je vais courir dans la Vésubie, autour de Roquebillière, etc. C'est vraiment un coin dont je suis ultra fan. C'est une des raisons pour lesquelles j'allais sur l'UTCAM régulièrement. Le coin, il est magnifique. Le parcours que propose le Vésubie Trail Club, il est sublime. Je vais en prendre plein les yeux. Et donc, ce 43 km, là, ce marathon de la Vésubie, c'était pour moi un bon moyen de remettre un dernier dossard sur une course un peu plus longue. Alors, j'aurais bien aimé, quand on prépare un 110 km, j'aurais bien aimé prendre un dossard sur quelque chose d'un peu plus long, mais j'ai rien vu à cette époque qui matchait. Et du coup, je suis tellement amoureux du coin et l'organisation, elle est tellement cool, le parcours a l'air tellement sympa que je me suis dit que le marathon de la Vésubie, ce serait un excellent choix. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette course-là. Donc, le marathon de la Vésubie, ce sera le 3e jalon de ma prépa.
au Val d'Aran CDH. Le but, c'est de cocher cette course, qu'elle se passe bien, que je sois en forme au départ, que je me trouve en forme pendant la course, que j'ai de bonnes sensations, que j'identifie peut-être des zones où j'ai pas encore retrouvé 100% de mes capacités, par exemple peut-être dans les capacités de marcher en montée. Je me suis rendu compte là il y a pas très longtemps que j'avais beaucoup couru ces derniers temps, même dans des faux plats montants, etc., mais que je manquais encore, que j'avais un peu la chaîne postérieure qui tirait facilement quand je marchais longtemps avec les bâtons, que j'avais un peu perdu cette habitude, donc peut-être que je l'aurais retrouvé au 43 du Pont de la Vésubie, peut-être pas, ça va être un moyen de le tester. Donc le but, ça va être d'affiner avec les sensations que j'ai sur la marathon de la Vésubie et de surtout tester la nutrition dont je vous reparle dans 2 secondes. Et ce sera le 3e jalon de ma prépa que j'ai envie de valider. Ensuite, évidemment, il y aura une période de repos. Pour une course comme ça, je pense que ça va me prendre à peu près 1 semaine. Et ensuite, je vais avoir un bloc de 2 semaines où je vais reprendre progressivement et m'entraîner sur mon dernier bloc, travailler les derniers petits points spécifiques que j'aurais envie de retravailler. Donc ce sera en fait l'avant-dernier bloc, pardon, je vous ai dit une bêtise. Ensuite, je termine ces 2 semaines de reprise après la récupération avec un dernier week-end choc. Alors, en fait, je l'ai placé là, ce dernier week-end choc, ce sera le 4e jalon de la prépa. Je l'ai placé là, le week-end choc, parce que j'ai changé un peu mon approche des week-end chocs. Je vous en parle dans les épisodes qui sortent très bientôt sur les week-end chocs, justement. Ça arrive bientôt. En fait, avant, j'avais tendance à placer les week-end chocs à la fin d'une préparation, juste avant la période d'affûtage. Et en fait, quand on reprend la littérature, un bon affûtage, c'est quand on est capable, sur par exemple 2 semaines, de faire en moyenne 50% du volume des intensités de la dernière semaine d'entraînement. Sauf que du coup, quand on termine la prépa sur un week-end choc, on n'est pas capable de faire 50% de la charge. On a la charge qui a explosé en termes de volume, on a peut-être fait un petit peu moins d'intensité. Donc c'est pas une dernière semaine d'entraînement qui est représentative de ce qu'on se ferait normalement. Et donc j'ai pris le parti de changer mon approche des week-end chocs, de plus les mettre vraiment à la fin, juste avant l'affûtage, mais de les mettre à distance, puis d'avoir à nouveau un bloc d'entraînement après un week-end choc. Et une dernière séance où je vais capitaliser sur les bénéfices des week-end chocs. Je vous en reparle dans 2 secondes. Mais du coup, je le mets pas à la fin. Donc là, je sais pas encore ce que je vais faire avec ce 2e week-end choc. Je vous en reparlerai certainement dans la partie 2 de qu'est-ce que j'ai fait, mais sûrement quelque chose dans les 120 km et 7500 mètres, 7000 mètres, 7500. Quelque chose qui va être très proche du volume de la course et des spécificités de pente, de ratio dénivelé-distance encore plus proche de la course. Et que je vais faire du coup plutôt sur 2 jours. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et si la météo, elle est pas trop désastreuse. Alors si la météo c'est une catastrophe pour la traversée des Bauges, je pourrais pas la faire et je rallongerai la traversée des Bauges, je la ferai sur 2 jours et non pas sur 3, ce sera mon dernier week-end choc. Peut-être que j'allongerai un peu chacune des journées. Mais voilà, le 4e jalon du coup de ma prépa, le premier c'était le 20 km, le 2e c'est le week-end choc à venir, le 3e jalon c'est le marathon de la Vésubie, le 4e jalon que je veux valider, où je veux être en forme et réussir, c'est le 2e week-end choc. Et donc ça, l'objectif, ce sera de faire globalement le volume de la course à peu près, voire un chouïa plus, ça va faire quelque chose comme à 6 semaines à peu près de la course. C'est exactement ça, normalement, ce sera à 6 semaines, à 4 semaines de la course, ce sera ça. 4-5 semaines. Ensuite, j'ai un cycle de récupération et vous remarquerez que, depuis le début, je vous en parle, après chaque jalon, j'ai un cycle de récupération. C'est-à-dire que le jalon que je veux valider, je le vois comme un entraînement. Et forcément, après un jalon d'entraînement, il y a une période de récupération. Je vous l'ai dit à chaque fois quasiment, j'ai bien une semaine de repos, de récup, où je fais pas rien, mais où je récupère pour reprendre en forme. Donc après, j'aurai mon dernier cycle d'entraînement de 2 semaines, et ce cycle d'entraînement où je vais encore venir affiner les derniers petits points que je veux travailler de manière ultra spécifique à la course. Donc là, j'aurai certainement des seuils, du travail de seuil dans des pentes qui représentent les pentes que je vais retrouver sur le Val d'Aran, marcher avec les bâtons, un peu moins de course à pied, peut-être 1 ou 2 footings pour les portions roulantes. Par exemple, au début de la course, il y a une bonne portion roulante. Mais bref, du travail vraiment très 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 spécifique. Et cette dernière période, elle va se terminer par une dernière sortie longue où je vais un petit peu appuyer les descentes dans le but de ressolliciter, de réactiver, j'aime pas trop ce terme qui est un peu vulgaire, mais de réactiver les effets protecteurs, par exemple de dénivelé négatif que j'ai pu déclencher sur mon dernier week-end choc, de remettre une petite piqûre de rappel qui va venir chauffer les jambes, et là, mais pas trop fort non plus, pour attaquer 2 semaines d'affûtage bien calibrées, et qui soient 2 vraies semaines d'affûtage que je peux réaliser sans surfatigue à cause des week-end chocs. Donc après cette dernière sortie, 2 semaines d'affûtage, affûtage de 2 semaines, et la dernière fois que j'ai trouvé que mon affûtage était ultra efficace, donc ce sera un affûtage de 14 jours. Et la dernière fois que j'ai trouvé qu'un affûtage avait bien marché chez moi, c'est simple, j'avais réduit la charge par rapport à la dernière semaine d'entraînement de 40%
la première semaine. Donc, globalement, les mêmes séances réduites de 40% la première semaine. Deuxième semaine, réduction de 60%. Et après, l'affûtage se termine sur la course elle-même. Et la dernière fois que j'ai fait ça s'était bien passé. Je l'ai testé qu'une seule fois. Donc, mon objectif, ça va être de refaire globalement la même chose et de voir comment ça se passe. Mais par contre, je reteste pas mon affûtage et ma façon d'approcher l'affûtage avant le Val d'Aran parce qu'en fait, le calendrier ne me permet pas. Si je le fais, ça me ferait rajouter encore une semaine de repos. Les semaines de repos, elles sont importantes par rapport aux jalons que je passe parce que, pour une course de 20 km, ok, il n'y a pas besoin d'un énorme repos. Mais pour un week-end choc de 3 jours, pour une course de 43 km et 2007, pour un week-end choc de 2 jours et 220 bornes, en fait, il faut du repos pour en récupérer et pour permettre les adaptations que ces jalons dans l'entraînement proposent. Et donc, si je rajoutais du repos, il y en a déjà pas mal, mais je pense que c'est la bonne dose, je pense que j'aurais pas assez de semaines d'entraînement, donc dans le bon compromis, je peux pas retester l'affûtage optimal. C'est peut-être le seul problème dans ma planif. C'est peut-être ça qui manquera. L'affûtage que je vais faire pour le Val d'Aran, il me servira peut-être à mieux calibrer celui que je ferai pour l'échappée belle, mais en tout cas là, c'est ça que je peux faire. Et du coup, je vous propose quand même ici une petite rubrique Gollum met la lumière sur, et la question que j'ai eue, c'est ok pour la préparation, mais en filigrane, dans ton entraînement quotidien, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il n'y a pas que les jalons de cette course, il y a également ce que tu fais au quotidien. Et donc vous le savez, la rubrique Gollum met la lumière sur, c'est la rubrique en partenariat avec Gollum, qui fait des frontales, et qui est un partenaire du podcast Courir Mieux, et c'est une rubrique sur Instagram où vous pouvez poser vos questions. J'ouvre une boîte à questions et vous pouvez les poser. Donc, si jamais vous voulez participer, il suffit de rejoindre l'Instagram de Courir Mieux. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais au quotidien? En fait, j'ai pas changé grand-chose par rapport à ce que je fais avant. Là, j'ai beaucoup repris les bâtons. Je remets un peu l'accent sur la vitesse, une fois par semaine, avec des petits volumes, par exemple des séances où je cumule en temps de travail 10 à 14 minutes à haute intensité. Pas plus. En phase de développement, je fais plus, mais là, en phase d'entretien, je fais ça tout simplement parce que avec la kiné, les soins, je suis actuellement à 3 séances de muscu par semaine. C'est beaucoup. C'est pour répondre aux besoins de la rééducation. Normalement, je suis plutôt à en faire 1 ou 2 selon la période de la prépa. 2 sur une phase de développement, 1 ou 2 divisé par 2 sur une phase d'entretien, peu importe. Mais donc du coup, quand j'ai déjà 3 séances par semaine de musculation pour entretenir, pour la rééducation et les soins de mon problème de genou, rajouter une séance de qualité, à savoir de la vitesse, ça commence à faire beaucoup de qualité par semaine, en tout cas pour mes capacités de récupération et mon temps de récupération disponible. Et si je mettais des gros volumes, je pense que je serais fracassé pour faire les autres séances. Donc j'ai pris le parti de simplement me dire, ok, je sollicite un peu un minimum pour entretenir mes qualités de vitesse une fois par semaine, mais pas plus. Donc ça fait des séances à entre 10 et 14 minutes de temps de travail, à PMA, à fréquence cardiaque maximale, ou en tout cas le plus proche possible de ma fréquence cardiaque maximale, mais c'est tout. Et après, je fais du volume à pied, tranquille, beaucoup de sorties longues, beaucoup de sorties tranquilles, avec beaucoup de marche, parce que dans les Pyrénées, ça va beaucoup marcher. Et j'ai également, dans les changements que j'ai fait par rapport à avant, j'ai également une séance par semaine de course à pied à plat. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Mais l'objectif de cette séance, c'est de garder ma capacité à courir à plat. Capacité vraiment juste à avoir une bonne foulée, une capacité à trottiner à plat. Parfois, je prends même mon équipement de course à pied pour être un peu chargé, alourdi, exactement comme je le serais le jour J, et donc que mon pattern de course à pied, il soit super proche de ce que je vivrais le jour J, parce qu'on court pas pareil selon comment on est chargé. Forcément, le poids sur le dos, ça nous amène à des foulées un peu différentes. Et donc, j'essaie d'avoir une séance comme ça à plat. Je vais faire la mienne aujourd'hui, là. Mais une séance comme ça, une partie à plat où je vais faire une douzaine de bornes vraiment à plat. Juste pour entretenir ma capacité à courir à plat. Et c'est à ça que ressemblent mes entraînements quotidiens pour un volume d'entraînement qui est compris entre 9 et 13 heures, 9 et 14 heures les semaines. Alors, je compte pas les semaines où il y a un week-end choc parce que forcément, ça fait péter vers le haut. Mais là, il y a une semaine, c'était la première semaine de charge, je termine à 9 heures. Cette semaine, je vais terminer à 12 heures à peu près, peut-être un chouïa moins. Et les semaines d'après, peut-être un chouïa plus. Mais donc, je suis entre 9 et 13 heures d'entraînement à peu près. Avec du coup 3 séances de muscu, c'est beaucoup, mais c'est pour la rééducation. Une séance de qualité, des séances à base aérobie, donc je double régulièrement, des séances de base aérobie régulièrement, et une sortie longue par semaine, sur lequel je fais du travail de gut training, où on va arriver dans la dernière partie de cet épisode. Donc juste pour vous dire que ça, c'est le plan au moment où j'enregistre. Je suis en train de valider les jalons. Et on va voir, on verra dans la partie 2 sur 2 si ce plan a été respecté, et sinon, comment est-ce que je l'ai adapté.
par rapport à ce que je tolère. Par exemple, si j'ai plus de douleurs au genou, peut-être qu'il va falloir que je fasse péter un week-end choc. Mais pour l'instant, ça a l'air bien parti pour que je puisse les maintenir sans risque pour la rééducation. Peut-être que la météo va trop m'embêter et que je pourrai pas faire le week-end choc que je veux. Bon, on va voir. Et du coup, pour répondre à la question Gollum la lumière sur et faire une transition avec une dernière partie dans cette prépa, il y a un autre point sur lequel je mets vraiment l'accent actuellement. Et en dehors de la musculation, qui pour moi est cruciale pour le type de course que je prépare, et j'insisterai jamais assez sur l'importance de faire de la muscu et de la charge lourde quand vous faites du trail et surtout des distances longues, mais quelles que soient les distances. En développement ou en entretien, ça c'est une autre question, mais c'est important. L'autre travail que je fais et que j'ai pas assez fait dans le passé, c'est que je suis en train de me faire vraiment une vraie phase de gut training depuis des semaines et des semaines, voire des mois. C'est-à-dire qu'en fait, depuis décembre, il n'y a pas une seule sortie quasiment sur laquelle je ne mange pas. Et là, je m'ancre dans la littérature, je vous en reparle dans 2 secondes. Sur les sorties de 1 heure, je mange un petit peu. Et sur les sorties plus longues, donc les sorties longues qui vont durer, je sais pas, 1h30, 2 heures, et beaucoup plus pour les sorties, par exemple, du week-end. Samedi, la sortie de samedi dernier, c'était 5 heures, 4h30. Là, cette semaine, je vais faire 5 heures. Je mange et je mange beaucoup. En fait, là, mon but, c'est vraiment d'améliorer ma capacité à absorber et à tolérer de grandes quantités de glucides, parce que je me suis dit, si je suis pas forcément au top de mes capacités au niveau physique le jour du Val d'Aran, je suis dans un état qui me permet de faire la course à un bon niveau, mais je sais que je suis pas au maximum de mes capacités, ou alors au mieux, je suis au niveau que je peux donner habituellement, mais j'ai pas progressé, en termes vraiment purement physiologiques, capacité musculaire, capacité d'endurance, capacité de vitesse, etc. Si j'améliore un peu mes capacités à tolérer de hautes quantités de glucides, normalement, les performances devraient suivre. En tout cas, la littérature, elle est quand même relativement, et je suis très modeste, c'est un euphémisme de dire ça, la littérature, elle est très claire là-dessus. Au plus, je serai capable d'absorber des glucides et de les tolérer sur les courses que je prépare et sur le Val d'Aran, au mieux, j'arriverai à performer le jour J. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que je fais ce gut training. Déjà, il y a quelque chose qui a changé dans ma stratégie alimentaire. C'est que mon objectif sur les courses, je parle pas sur les entraînements, mon objectif sur les courses, c'est de passer à du 100% gel. Parce que depuis quelques temps, avant, j'avais un mélange, j'avais déjà changé mon alimentation. J'avais eu l'impression que c'était mieux si je passais sur un mélange. Donc avant, je faisais des barres, de la boisson et des gels. J'alternais entre ces 3 types et des gommes. Depuis quelques temps, depuis 1 an et demi environ, je faisais en compétition, je parle pas à l'entraînement quotidien, en compétition, je faisais de la boisson et des gels. Et je complétais pour avoir un apport total d'une certaine quantité entre ces 2 types d'apports. Donc c'est ce que j'appelais les stratégies semi-liquides. Et depuis quelques temps, je m'étais dit que quand même, j'avais l'impression que 100% gel, ce serait très bien pour moi. Et puis récemment, j'ai interviewé Vincent Bouillard, il a dit qu'il faisait quasiment ça. Ludo Pomeray, il fait quasiment ça. Des athlètes comme Germain, de ce que je connais, il fait quasiment ça. Gel, compote, etc. Jim Wamsley, il fait quasiment ça. Kylian, il fait quasiment ça. Donc ça faisait plusieurs fois que j'ai l'impression que cette stratégie 100% gel, elle était déjà pratiquée par certaines personnes, même si je suis pas très fan de me baser sur ce que les élites font pour adopter mes propres pratiques. Je vous envoie au dernier ravito disponible en ligne si vous voulez mon avis là-dessus. Mais j'avais quand même le sentiment que pour moi, ça passerait. Donc mon but, c'était de passer sur du 100% gel. Les boissons d'effort, les bars, les gommes, je les utilise sur des sorties longues à l'entraînement ou des sorties courtes à l'entraînement, pas de souci, j'adore ça. Mais mon objectif, sur les sorties vraiment longues, comme celles que je vous ai dit là avant, les sorties par exemple du week-end qui durent vraiment longtemps, et même quelques autres sorties dans la semaine, mon but, c'était de passer sur du 100% gel. Objectif 100% gel en compétition. D'une part, parce que ça me permet d'emmener moins de flasques. Quand j'emmenais une flasque avec du sucré, j'étais obligé d'avoir 3 flasques parce que je bois de l'eau et je bois du sucré. D'autre part, je trouvais que c'était un peu compliqué en manipulation de prendre mon gel, puis d'après de prendre ma flasque sucrée, etc. Ça demande beaucoup d'énergie cognitive. Des fois, quand je suis un peu cramé, je me souviens sur l'échappée belle, il y a un moment où j'avais peut-être un chouïa perdu en lucidité, perdu en concentration en tout cas, et je me souvenais plus si j'en étais à 3e fois, 4e fois de boisson, est-ce que je devais boire, est-ce que je devais prendre un gel, etc. Alors là, sur Suunto, il y a bientôt des nouveautés qui arrivent, qui vont normalement, je peux pas trop en dire, mais qui vont normalement faciliter les stratégies alimentaires, mais en tout cas à l'époque ça n'existait pas. Je m'en mêlais les pinceaux, alors que la montre Bip, je prends un gel Endurance, en fait c'est ultra simple. Donc ça fait des semaines et des semaines que j'ai commencé ce gut training avec principalement les produits Endurance et quasiment que les produits Fort Endurance, et mon objectif ce sera de travailler le plus possible avec les gels Endurance parce que moi je les tolère ultra bien, je les trouve incroyables. Il y a 5 saveurs aujourd'hui,
tropical, citron, orange, fraise neutre, plus les caféines qui sont cerises, plus les caféines qui sont mangue d'ailleurs également. Bref, il y a plein de saveurs, je les adore, et donc mon objectif c'était de tourner que avec ça. La raison pour laquelle j'ai commencé le gut training il y a super longtemps, je dirais autour de décembre-janvier, c'est parce qu'en fait, je pense que ça prend du temps. Déjà, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il y a plus d'évidences scientifiques qui vont dans le sens que manger à l'effort pendant les entraînements et pendant les compétitions, c'est plus intéressant pour les performances, pour les progrès, pour la forme et pour la santé, j'insiste là-dessus, et pour la santé, que de ne pas manger et d'être en déficit énergétique. Et d'autre part, je me suis dit, on met longtemps à entraîner notre cardio, à entraîner nos jambes. Pourquoi est-ce que pour le ventre et l'intestin, ce serait différent? Donc autant que je commence ça largement en amont. Par exemple, sur le Tour des Bauges que j'avais fait en février, j'étais à 80 grammes de glucides par heure pendant 8 heures. Et c'était déjà une phase de gut training pour moi. Les gels endurance, ils ont un truc qui est super facile pour moi, c'est qu'ils sont tous à 45 grammes de glucides. Et mon objectif, c'est d'atteindre les recommandations de la littérature, c'est-à-dire tout faire, c'est ce que dit la littérature. Vous prenez par exemple Thomas et Al en 2016, qui a un papier consensus. Je le cite souvent parce qu'il est important ce papier. C'est un papier consensus entre les diététiciens du Canada, les diététiciens d'Amérique du Nord, quelque chose comme ça, et l'American College of Sport Medicine. C'est trois grandes associations qui regroupent des chercheurs en nutrition sportive, des médecins nutritionnistes, donc qui s'intéressent à la performance mais également à la santé, des diététiciens, bref, les meilleurs experts mondiaux sur le sujet. D'ailleurs, il y a le même papier qui est sorti quelques années après, les mêmes types de recommandations qui est sorti en 2019 de mémoire par le même type d'association, cette fois en Allemagne. Et il y a également une revue de littérature de Jukindrup qui date de 2014 qui va dans le même sens. Donc bref, quand on prend les plus grosses preuves de la littérature disponible aujourd'hui, elles disent toutes la même chose, c'est le même message, donc on peut pas se tromper. Le message c'est, en ultra-endurance, quand vous dépassez 2 heures et demie, allez 3 heures d'effort maximum, au plus vous vous approchez des 90 grammes par heure, au mieux ce sera. Voire même, il y a des preuves aujourd'hui qui montrent que dépasser ce dosage-là, c'est top. Mais pour l'instant, j'en suis pas à le dépasser. Moi, j'étais plutôt sur du 70 grammes heure. Là, mon objectif, c'est de faire mon maximum pour arriver au marathon de la Vésubie et au Val d'Aran en étant capable de tolérer 90 grammes de glucides par heure pendant toute la course. Alors, si j'arrive pas toute la course et qu'à un moment, je dois baisser, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, mon but, c'est de faire mon maximum pour arriver aux recommandations de la littérature et tenir 90 grammes par heure. Et du coup, c'est facile avec les produits Endurance parce que le Energy Unit, là, un gel, c'est 70 ml, 70 grammes, ça représente 45 grammes de glucides. Donc en fait, j'en prends un toutes les 30 minutes et je suis à 90 grammes de glucides par heure. Alors, comment j'ai fait mon gut training? Il y a plusieurs approches. Les premiers mois, je dirais janvier, février, mars, j'ai plutôt eu une approche où je mangeais un peu moins. C'est-à-dire que je mangeais pas 90 grammes par heure, j'ai pas touché au ratio. Le ratio de ces gels, c'est 1,08 maltodextrine fructose, donc ça, c'est le meilleur ratio d'après la littérature scientifique. J'ai pas touché au ratio, je vous explique comment j'ai fait après. J'ai pas touché au ratio, j'ai juste un peu baissé les doses. C'est-à-dire que j'ai consommé d'abord dans les 75 grammes de glucides par heure sur 2 sorties par semaine, par exemple. Ce qui faisait que par semaine, je passais 5-6 heures avec cette quantité d'apport. Et ensuite, je suis allé vers les 80. Et ensuite, je suis allé vers les 90 sans toucher le ratio, mais pendant un peu moins de longtemps. Bref, j'ai essayé de monter en dosage progressivement en m'approchant des 90 grammes par heure. J'ai eu de la chance. Bon, déjà, je m'alimente très souvent à l'effort et je vous recommande de le faire parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Même sur les sorties courtes, par exemple les footings d'une heure, si vous prenez ne serait-ce que 20 grammes de maltodextrine, c'est super intéressant et ça continue à vous entraîner, à vous alimenter et c'est intéressant pour la performance, la récupération, etc. Surtout si vous vous entraînez beaucoup. Bref. Et ensuite, j'ai un petit peu bidouillé les gels Endurance. Je le fais pas pendant longtemps, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des gels Endurance, j'ai changé un petit peu la recette, j'ai fait en sorte qu'il y ait la même quantité d'eau dedans, j'ai rajouté un peu de maltodextrine, j'ai rajouté un peu de fructose. Mon but étant d'arriver à un gel à un ratio 1,05, donc 2 pour 1 et pas 1,08. En fait, pour réduire un petit peu à quel point je sollicitais les transporteurs à fructose quand j'étais à 90 grammes de glucides, en me disant maintenant, je suis à 90 grammes de glucides par heure, je ne bouge plus de 90 grammes de glucides par heure, je change juste le ratio, donc je mets un peu plus de malto, un peu moins de fructose
en changeant un petit peu le ratio. Je fais ça sur quelques sorties et progressivement, je change de moins en moins la recette. C'est-à-dire que je vais passer de 1,05, je vais passer à 1,06, à 1,07 par exemple sur un mois ou un mois et demi. Je vais faire ces augmentations progressives simplement en mélangeant le contenu des gels avec un autre mélange que je prépare à côté. Si ça vous intéresse, vous me demandez la recette, c'est super simple à faire. Et mon objectif, comme ça, c'est de faire ça progressivement pendant 5-6 semaines, donc jusqu'au marathon de la Vésubie en gros, et d'arriver au marathon de la Vésubie avec l'habitude de consommer en étant petit à petit monté sur la quantité de fructose que j'apporte à l'exercice, parce que ce serait eux qui seraient le plus entraînables, mais je rentre pas dans les détails ici. Je vous fais des épisodes très bientôt sur les transporteurs de glucides et les ratios avec une invitée qui est excellente sur le sujet, donc je rentre pas dans les détails, mais bref, mon but c'est d'arriver sur quelques semaines à tolérer 90 grammes de glucides par heure pendant de nombreuses heures à un ratio 1,08, c'est-à-dire uniquement avec les gels Endurance. Et c'est vraiment bien parti pour. Bon alors, peut-être que je prends trop de précautions, peut-être qu'il n'y a pas besoin de bidouiller les gels. Je l'ai fait simplement parce que j'y ai pensé. J'ai pas eu d'alerte me faisant dire « Oula, faut que je change quelque chose ». Je me suis dit que c'était cohérent, donc je l'ai testé. Alors après, gardez juste en tête que c'est un protocole individuel. Actuellement, il n'y a pas vraiment de littérature sur comment faire un gut training efficace, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait sur moi. La littérature, elle est claire sur 90 grammes de glucides par heure. C'est optimal, c'est le mieux pour les performances d'ultra-endurance. C'est le mieux pour la santé, pour pas être en déficit énergétique. Si vous pouvez monter au-delà, pourquoi pas, mais déjà 90, viser 90 grammes, c'est déjà très bien. Mais c'est un protocole individuel. Donc là, moi, je peux pas vous dire grand-chose de plus, si ce n'est que pour l'instant, pour moi, ça marche. Pour l'instant, 90 grammes, même à 1,08, je le tolère, mais parfaitement, ça passe nickel. Avec ces gels-là, en tout cas, aucun trouble gastrique. Et par contre, le truc qui est fou, le niveau d'énergie, il est dingo, quoi. Quand je suis passé à 90 grammes de glucides par heure, ça fait plusieurs sorties longues que j'ai à 90 grammes de glucides par heure. J'en ai eu une de 6 heures, une de 5 heures, mais le niveau d'énergie, il est complètement dingue, quoi. Donc, j'ai trouvé, en termes de perception, j'ai trouvé la différence énorme, donc je compte bien continuer pour réussir à tenir ce type de dosage. Alors, pour l'instant, le plus long que j'ai fait à ce type de dosage-là, c'était dans les 6 heures, où j'ai fait vélo, une sortie de 5 heures à pied, puis revélo, donc ça fait à peu près 6 heures, 6 heures et demie à 90 grammes de glucides. C'est très bien passé. Le marathon de la Vésubie, ça va être une bonne occasion de voir comment je tolère ce dosage en cours sur plus long, plus intense, mais pour l'instant, vu comment ça passe sur chacun de mes entraînements où j'apporte 90 grammes de glucides par heure, je le fais pas à chaque entraînement, sur les entraînements plus courts, je suis plutôt autour des entre 20 et 40, et je suis plutôt confiant sur le fait que ça va bien passer. Donc bref, tout ça pour vous dire que le deuxième chose sur laquelle j'ai bien mis l'accent, je me suis dit, en termes physiques, je suis en train de faire le maximum parce que je sors de blessure et que mon temps imparti ne me permet pas de faire de vrais cycles de développement de certaines qualités. Je peux les entretenir, je peux en gros les réveiller pour arriver à mon niveau d'avant, mais je peux pas trop les améliorer, ces qualités. J'ai pas le temps pour une phase de vrai développement. Si je développais autre chose, à savoir ma capacité à ingérer des glucides que j'avais pas fait en amont, et pour l'instant ça se passe super bien. Je pense que c'est un game changer, donc je vais continuer à le faire. Merci encore une fois For Endurance et Endurance pour les produits de qualité. Si ça vous intéresse, le lien vers ces derniers est en description de l'épisode. Et vous le savez, je l'ai déjà dit, For Endurance, c'est un partenaire de Courir Mieux, donc au moins je suis transparent là-dessus. Donc voilà sur quoi je mets l'accent actuellement, la force et le gut training. Je pense que c'est déjà pas mal pour cet épisode hors série, ça va faire à peu près 1 heure, je voulais pas aller beaucoup plus loin, donc je propose qu'on s'arrête là. Je vais retourner, je vous laisse à vos entraînements, moi je vais retourner manger des pâtes en Italie et profiter de mes vacances. J'espère que cette hors série, cette première partie, ça vous a plu, ça vous a intéressé, ça répond à des questions sur comment est-ce que vous pourriez préparer certains objectifs, comment je découpe les choses, comment réfléchir. Parce que pour moi, vraiment, la base de cet épisode, ce qui est important de retenir, c'est que on peut pas forcément toujours développer des qualités. Des fois, il faut accepter qu'on va faire le mieux avec les armes du jour. Et dans ce cas-là, c'est quoi les grands jalons à valider pour être dans un état de forme satisfaisant au départ de la course? C'est vraiment ça que je vise aujourd'hui. Pour l'échappée belle, je pense que j'aurai le temps de faire autre chose. Mais là, aujourd'hui, c'est comme ça que j'approche la course. Donc je vais conclure en remerciant les partenaires du podcast Courir Mieux qui me soutiennent. N'hésitez pas, sachez que tous ces épisodes sont possibles grâce à eux. Ils me donnent un coup de pouce, donc n'hésitez pas à votre tour, si le podcast Courir Mieux vous plaît, leur donner un coup de pouce à eux, parce que c'est eux en grande partie qui permettent l'existence aujourd'hui de ce podcast. Je parle de For Endurance, Gollum, Suunto
et Wise. Moi, je remercie encore une fois Sunto de m'envoyer sur cette course. Je remercie évidemment Endurance de me donner le bon carburant pour me préparer au Val d'Aran. Je reste disponible si vous avez des questions. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire sur la vidéo, m'écrire sur Instagram. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode. Si ma mémoire est bonne, la semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie sur l'Ultra Trail scientifique de Clécy. À bientôt!